J'ai accepté de me dire que finalement, ce qui me rendait heureuse, c'était aussi de suivre toute ma part complètement irrationnelle. Parce qu'elle n'était pas moins importante ou elle n'avait pas moins de valeur, en tout cas dans ma vie, que la part rationnelle. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 110 et j'interviewe Adia Descharrières. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Je suis ravie de partager l'interview d'Adia Descharrières. Adia est chirurgien-dentiste, écrivaine et maman de Lina, 11 ans. Vous avez peut-être déjà lu l'un des romans de Adia. Grande Section et Arabe sont tous les deux publiés aux éditions Lattès. Si ce n'est pas le cas, foncez vous les procurer. J'avais envie de lui tendre le micro depuis un moment déjà, suite à la lecture de ces textes qui m'ont bouleversée. Je remercie d'ailleurs Alexia de me les avoir recommandés. Adia nous plonge dans son enfance, dans Grande Section, et ses origines syriennes m'ont renvoyé à ma propre histoire. Au-delà de ça, ce qui me fascine chez Adia, c'est son parcours qui ne ressemble à aucun autre, dans lequel elle allie un métier qui la passionne et dans lequel elle soigne ses patients, et son besoin d'écrire et d'accueillir avec résilience ses émotions, en donnant vie à des textes et en nous faisant le plaisir de pouvoir les lire. Adia fait aussi partie d'une fratrie de 4 enfants et parmi eux, 2 autres artistes que vous connaissez peut-être, Nora et Amro Hamzaoui. Évidemment, je ne pouvais être que curieuse de son parcours, de ses choix, de sa vision du travail et de la maternité. Notre échange m'a beaucoup enthousiasmée. Personnellement, j'ai ressenti des frissons en l'écoutant parler et je sais que dans mon corps, c'est un signe d'alignement. C'est d'ailleurs la première fois que l'une de mes invitées me parle autant de sensations, d'émotions. Et je crois que son regard vous fera du bien autant qu'il m'en a fait. Merci Adia pour ton témoignage et je vous souhaite à toutes une bonne écoute. Bonjour Adia. Bonjour Jenny. Ravie de t'avoir avec nous et merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir partagé grandement. Alors dis-moi Adia, la première chose que je suis curieuse de savoir, c'est comment t'étais quand t'étais petite et quel rêve t'avais en tête à cette époque ? Alors moi, j'ai eu une enfance qui a été un peu perturbée et marquée par la mort de mon père quand j'avais 6 ans. Donc petite, j'étais finalement assez austère comme enfant. Pas en apparence, mais de l'intérieur. Donc, j'étais à la fois hyper partante pour faire plein de choses, très impatiente, limite impulsive. J'avais un peu de mal à gérer mes émotions. Et j'arrivais à finalement les contenir en me donnant des objectifs très simples, genre bien travailler à l'école, avoir des bonnes notes. J'étais, pour gérer le trop-plein d'émotions que j'avais, un très bon petit soldat. Mais je me faisais un peu l'effet d'un lion en cage. Je sentais qu'il me manquait des aspects de liberté que j'arrivais pas du tout à définir ou à formaliser parce que j'étais encore toute petite ou même à verbaliser. Mais quand je me regarde rétrospectivement, je me rends compte que j'ai peut-être jamais été vraiment petite fille, insouciante. Et en fait, vers 7-8 ans, je me rappelle que je rêvais d'être Simone Veil, sans vraiment savoir qui était Simone Veil. Mais j'adorais la voir à la télé, entourée d'hommes, avec ses tailleurs Chanel, avec ses cheveux tirés en arrière. Il y avait quelque chose dans l'image qu'elle renvoyait, une espèce de force que je trouvais absolument géniale. Et j'adorais aussi le personnage de Jo March dans Les 4 filles du Docteur March. Donc c'était un peu mes 2 identifications. Et il y avait aussi quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. J'aimais bien lire les livres de la comtesse de Ségur. Ouais. Et ce que je préférais, c'était sur la page de garde à la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Et en fait, j'avais une espèce de fascination pour le fait qu'elle existe en dehors de son nom d'épouse, qu'elle ait une vie, disons, parallèle, qu'elle ait un nom de jeune fille, qu'elle ait une vie de femme. Et c'était un peu ça mes modèles enfants. Et c'était un peu ça mes moteurs pour avoir une vision sur le long terme
à qui je veux être, ce que j'aimerais bien devenir. Tu étais déjà féministe, en fait. Oui et non, en fait, c'est marrant parce que le concept même de féminisme, finalement, il est tellement plurifacette. Disons que spontanément, j'avais en tête l'idée que la femme pouvait être forte et qu'elle pouvait avoir une certaine forme de domination, si ce n'est du monde, de sa propre vie, qu'elle n'avait pas à se laisser contraindre par les autres. Mais je ne sais pas si je pouvais me définir. Par exemple, je n'ai pas été une ado particulièrement féministe avec des combats féministes clairement verbalisés. Mais j'avais clairement un fond, en revanche, très attaché à l'idée de la liberté féminine, très attaché au fait que les filles sont là pour, disons, pour pouvoir réussir et être considérées absolument de la même façon que les hommes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et c'est vrai que le personnage de Jo March, c'était un peu ça. Quand on était petite, on avait cette fille qui refusait de se marier, qui écrivait, qui s'était coupé les cheveux. Il y avait vraiment quelque chose de très symbolique dans sa façon de vivre, je pense, et dans le message qui était diffusé. Mais ce n'était pas une opposition, par exemple, à la jante masculine. C'était plus une opposition à la possibilité de contraindre les femmes à rester dans un certain moule. Et clairement, mes origines syriennes, je pense, ont participé au fait que j'étais en colère contre ce genre de moule, parce qu'il y avait une certaine façon de devoir se considérer en tant que femme, de devoir être polie, de devoir être bien élevée. Et ça ne me plaisait pas du tout, en fait. Cette espèce de contrainte, parce qu'on est une fille, il y a des choses qui passent pas ou qui passent moins facilement que si on est un garçon. C'est dingue d'avoir cette conscience-là si tôt. Je pense que le fait que ce soit mon père qui ait disparu de la circulation, ça a été comme mettre du feu à la poudre. C'est-à-dire que d'un coup, je conceptualisais, je visualisais ma mère non plus comme étant ma maman, mais comme étant une femme qui s'est retrouvée démunie de perdre son mari, qui n'avait pas de travail, qui a dû essayer au mieux de s'acclimater du fait qu'elle était dans un pays qui n'était pas le sien, avec 4 enfants, veuve plutôt jeune, à 36 ans. Et c'était vraiment pour moi l'exemple que je ne voulais pas être, c'est-à-dire que les drames peuvent arriver. C'est quelque chose que j'ai jamais spécialement cherché à affronter. En revanche, la façon de les gérer, ça, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt en tête. Et pour moi, devant cet exemple-là, de la mère qui devient veuve et qui en fait subit sa vie, il était clair qu'il était hors de question que je subisse quoi que ce soit. Et c'est ça, je pense, qui très vite m'a donné la conscience de la féminité face au fait d'être un garçon ou un homme. Et c'est vrai que c'était des sujets dont on parlait finalement pas tant que ça. Alors là, quand j'avais 6 ans, on est en 85. On n'a pas tellement encore de discours très très bien formalisés et verbalisés pour le grand public. Et puis les biais de communication ne sont pas du tout les mêmes que maintenant. Donc moi, j'avais juste accès à ce que je voyais à la télé. Et ce que je voyais à la télé, ce qui me plaisait, c'était une image forte, comme Simone Veil. Et c'était un peu combattre l'image de ce que pouvait être ma mère dans l'immense tristesse dans laquelle elle se trouvait et l'incapacité, en fait, finalement, de réagir, ne serait-ce que physiquement, d'être emprisonnée dans un carcan et qui, je m'en rendais bien compte, était lié au fait que c'était une femme dans son milieu culturel. Une veuve n'avait pas la même portée, par exemple, qu'un veuf. Ok. Et alors, de cette petite fille de 6 ans qui regarde Simone Veil à la télé et qui l'admire, et à la femme que tu es devenue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce chemin? Parce que je te présente au début, tu as un parcours franchement atypique, on peut le dire. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent se dire en même temps chirurgien dentiste et écrivaine. Et je suis sûre que tu es plein d'autres choses aussi. Comment t'en es arrivée là? En fait, je crois que je me suis beaucoup apaisée et je me suis beaucoup calmée. Ce qui est amusant, c'est que je pense que mon moteur principal quand j'étais enfant, ado, étudiante, c'était cette espèce de rage interne que j'avais. Et ça me rendait limite obsessionnelle. Donc j'arrivais à vraiment très très bien me donner des tâches à accomplir et à les accomplir parfaitement bien. Donc scolairement, par exemple, ça a été génial pour moi parce que
ça m'a permis de me donner un objet à investir. Et mon objet de vie, c'était la réussite scolaire et rien d'autre. Et je bossais comme une malade. Et en fait, ça m'aidait. À chaque fois que je recevais une bonne note, je me sentais congratulée. Et puis, je pouvais décider de ce que je voulais faire comme métier. Le choix de ma profession, ça a été assez drôle. J'en parle dans Grande Section. J'étais en terminale, peut-être 2 semaines avant le bac. Je devais partir en prépa HEC, puis du jour au lendemain, j'annonce à tout le monde, je vais devenir chirurgien dentiste. Comme ça, sans raison. Alors, à ce moment-là, on me disait, pourquoi pas pharmacien ou vétérinaire ou médecin. Et non, je vais devenir chirurgien dentiste, je serai indépendante. C'est un bon métier pour une femme. C'est-à-dire que dans ma conscience, je m'attachais à ce qui, jusqu'à maintenant, ce qui avait été mon moteur jusque-là. C'est-à-dire construire un petit château, me protéger, me donner l'illusion qu'en fait, j'étais en train de me construire une vie qui allait me permettre de ne pas m'inquiéter. Mais c'est-à-dire, je choisissais un métier stable, j'allais pouvoir gagner ma vie correctement, j'allais pouvoir être indépendante. Et puis, des années plus tard, alors que j'écris Grande Section, je me rends compte que un des business qu'envisageait de faire mon père avant de mourir, c'était une chaîne de cliniques de dentisterie en Californie. Et là, mon château, en fait, n'est qu'un château de cartes, et mon libre arbitre s'effondre avec lui. Et j'avais 30 ans au moment où j'ai écrit, 35 ans au moment où j'ai écrit Grande Section. J'ai un rapport très, très particulier au temps, parfois je ne sais plus. Et en fait, je me suis rendu compte que mon moteur conscient était très différent de mon moteur inconscient. Et j'ai accepté de vraiment complètement ralentir et de reprendre conscience de ce qui m'habitait profondément. Je pense que c'est arrivé à ce moment-là parce qu'il y avait les 30 ans de l'anniversaire de la mort de mon père, que j'atteignais l'âge que ma mère a eu quand elle est devenue veuve. Mais c'est un travail qui s'est fait plutôt sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai eu la chance à 19 ans de choisir de démarrer une analyse avec un psy que j'ai adoré, qui est mort quand j'ai eu 39 ans, donc que j'ai eu pendant 20 ans. Et je crois que lui, il m'a aidé à passer de l'étape à je suis un lion en cage et en fait, parfois, je suis en débordement émotionnel, pas possible. Et la seule façon de contenir ce débordement émotionnel, c'est d'exécuter des tâches, de me donner du boulot. C'est quasiment comme un trouble obsessionnel compulsif, en fait, se donner des objectifs et les remplir un à un. Un bon petit robot, de passer de ça à simplement, ce lion en cage, en fait, il a un nombre infini de sensations. Quelles sont-elles et comment est-ce que je fais pour vivre avec ces sensations? Et plutôt que de chercher à les éliminer, à les combattre, en fait, les accueillir. Et je pense que c'est ça qui a changé entre le moment où j'ai été enfant et maintenant une femme de 40 ans. C'est qu'au lieu de chercher à combattre chaque sensation qui m'habite, quelle qu'elle soit, positive, négative, je ne crois pas du tout aux sensations négatives en fait, mais que ce soit de la tristesse, de la mélancolie ou de la joie, quelle que soit la sensation qui s'invite à moi, mon but aujourd'hui n'est pas de la combattre, mais de l'accueillir et de la ressentir et d'en faire quelque chose, de la transformer. Et il se trouve que dans mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'écriture comme, façon d'appliquer ce ressenti de sensation. Et c'est drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a quelque chose de sans doute très atypique à exercer une profession comme la chirurgie dentaire qui est très terre à terre et l'écriture. Et en réalité, je crois que le fait de pouvoir faire les deux en même temps me permet à la fois d'être très ancrée. Donc, quand je suis au cabinet, c'est mon côté petit soldat, j'exécute des tâches. Je ne peux pas être tournée vers moi-même parce qu'en fait, toute la journée, j'accueille la peur des gens, leurs histoires. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un cabinet dentaire au-delà des soins dentaires. On est quand même autour de la bouche, qui est le lieu de la parole, du sourire, qui est le lieu de l'oralité. Et j'adore ce moment d'échange en fait avec le patient. J'ai jamais eu le sentiment, par exemple, de soigner des dents. J'ai toujours eu en moi la sensation de soigner des gens. Et ça a fait que j'ai eu une vie professionnelle hyper épanouie et c'est encore le cas. Et en revanche, toutes ces sensations que je peux avoir qui sont issues de mon histoire passée, mais aussi de mon histoire présente, les rencontres que je vais faire, les ressentis que je vais avoir, j'aime avoir cette possibilité de les transformer en écrit, et notamment en écrit de fiction. C'est-à-dire que mon premier texte, qui est très autobiographique, m'a permis de me mettre la main à la pâte. Et aujourd'hui, je
je vais faire une petite parenthèse, mais j'en fais souvent. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur, en gros, est-ce que le roman existe encore? Le roman est-il mort? Ou est-ce que finalement, être un auteur aujourd'hui, c'est pas justement faire de l'autofiction et parler de ce qu'on connaît? Moi, je crois au contraire que le roman doit exister, qu'il faut résister et que le roman, ça permet quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut transposer un certain nombre de sensations sur une histoire complètement inventée, sur un personnage complètement fictif et ressentir avec lui ces sensations dans une autre histoire. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Et c'est pour ça que ces deux professions qui paraissent peut-être antinomiques, peut-être contradictoires, finalement, elles s'imbriquent bien l'une dans l'autre, parce qu'il y en a une qui manque et l'autre qui me permet d'avoir un peu la tête ailleurs, dans les nuages, qui part dans toutes les directions. Mais au lieu d'être tiraillée entre les deux, ce qui aurait pu être le cas, au contraire, je me sens plutôt rassérénée de pouvoir à la fois avoir la chance de m'évader et d'être ancrée. Comment tu as fait? Parce que d'un côté, tu es chef d'entreprise et de l'autre, tu écris. Comment tu as fait pour déjà te donner cette autorisation d'écrire et surtout d'aller chercher la publication? Parce que, je veux dire, il y a le fait d'écrire et puis après, il y a le fait de se faire lire, en fait. Est-ce que toi, tu étais à l'aise avec ça? Et concrètement, comment tu as fait pour le rendre réalité? Alors, comme toujours dans la vie, il y a les rencontres, il y a les amis, il y a les histoires. Je me rappelle d'un déjeuner que j'ai eu avec une amie proche, où on s'interrogeait, on avait 38 ans toutes les deux, et on s'interrogeait quant au fait que sur le papier, on pouvait tout remplir et sentir une sorte de vide dans sa vie. Et on ne comprenait pas bien pourquoi ni l'une ni l'autre, ça pouvait nous arriver, sachant qu'on était heureuses dans nos familles, on était heureuses dans nos vies professionnelles respectives. Et puis elle me pose une question comme ça, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais en dehors du cabinet ?» Alors je lui dis « Je nage ». Elle me dit oui, mais tu vas pas devenir championne olympique maintenant. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Et je lui dis en ce moment j'écris un texte sur mon père. Et elle me dit je veux bien le lire. Je lui dis oui si tu veux, mais ça présente pas un intérêt particulier, c'est juste pour moi. C'était au mois de juillet 2015. Je lui fais lire et elle m'écrit je sais pas 2 jours après. Et elle me dit écoute. Ce texte, faut le publier, il est super. Et je lui dis quoi publier? Je connais personne dans l'édition, je suis pas une littéraire. On va arrêter de délirer, c'est parce que tu m'aimes et puis c'est tout. Puis passe l'été, on déjeune ensemble le vendredi 13 novembre 2015. C'est hyper cliché ce que je vais raconter, mais n'empêche qu'on déjeune ensemble le vendredi 13 novembre 2015. On reparle de ce texte. Et le soir, il y a les attentats du Bataclan et elle m'écrit, elle me dit écoute, c'est hyper stéréotypé ce que je vais te dire, mais tu vois, la vie, c'est ça. Donc, chacune, on va aller voir tous les gens qu'on connaît. On va essayer de faire passer ton texte et on va voir ce qui se passe. Et là, j'ai eu une chance folle parce que j'ai pu, d'une part, par elle et une de ses amies, avoir mon texte lu dans une maison d'édition. D'autre part, par d'autres connexions que j'ai eues par ma sœur, lire mon texte dans une autre maison d'édition. Et j'ai eu la chance d'avoir des propositions dans ces 2 maisons. Génial. Donc là, c'était limite un peu trop enivrant. Et en réalité, je ne l'ai pas très bien vécu. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est un truc, je pense, aussi d'éducation de filles. Je ne me sentais pas du tout capable de dire non à l'une des 2 maisons. Je me disais, on me fait déjà tellement un tel cadeau de me lire et de me proposer de me publier. En fait, je suis incapable. Donc, en fait, je préfère dire non aux 2 parce que ce n'est pas possible. Alors, mon mari me disait, non, mais n'importe quoi, je ne te laisse pas faire ça. Donc, j'ai vu comment ça s'était passé d'un point de vue, disons, humain. Et j'ai choisi d'aller chez Jean-Claude Lattès. Et j'ai été hyper heureuse, en fait, de l'accueil que j'ai eu dans cette maison parce que l'éditrice qui s'occupait de moi à ce moment-là et qui s'occupe toujours de moi, qui s'appelle Anne-Sophie Stefanini, est une des grandes rencontres de ma vie parce que non seulement elle a été capable d'accueillir ce texte qui est un premier roman avec les défauts de premier roman qu'il peut avoir, sans chercher à tout prix à le transformer, ni à changer ce que moi j'étais au sein de ce texte. Et par ailleurs, m'a insufflé la possibilité d'écrire autre chose et d'aller ailleurs, et notamment dans le roman, ce qui était pour moi quelque chose de très important. Ce qui est amusant, c'est qu'entre le premier et le deuxième bouquin, j'en avais écrit un deuxième, qui n'est jamais paru, mais qui était aussi un peu de l'autofiction. Et en fait, elle m'a aidée très finement à dépasser ce texte, qui était nécessaire, je pense, pour pouvoir en écrire un troisième qui soit de la fiction pure, en me disant, voilà, c'est celui-là ton deuxième roman, c'est ça qu'il faut sortir en deuxième roman. Antérieurement à Grande Section, en 2008, j'avais écrit un texte aussi déjà qui
que j'avais envoyé chez des éditeurs et j'avais eu un retour d'un éditeur à l'époque déjà. Pareil, suite à un événement perso un petit peu marquant, j'ai fait une fausse couche tardive à 5 mois de grossesse. Et mon seul moyen de m'en sortir, mon psy était en vacances, c'était en plein mois d'août, et mon seul moyen de m'en sortir, ça a été d'écrire une sorte de carnet de bord au jour le jour de comment je surmontais cette épreuve. Et je me rappelle que je l'avais fait lire à mon psy quand il était revenu de vacances en lui disant, bon voilà ce qui s'est passé pendant le mois d'août. Et lui m'avait dit, il faut faire publier votre texte. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'avais commencé à le voir, ce fameux psy, à 19 ans, je venais d'avoir ma première année de médecine, j'avais choisi d'aller en dentaire. Et premier rendez-vous qu'on fait ensemble, bon, on se parle pendant 1 heure. Enfin, je parle tout surtout, comme je fais là. Et il me dit, écoutez, c'est bien simple. Hein. Vous avez eu votre première année de médecine, c'est très bien. Vous allez faire chirurgien dentiste, c'est très bien. Mais c'est pas du tout votre profil psychologique. Un jour, vous ferez autre chose. Quand ça sera le moment, vous verrez. Et quand en 2008, il m'a dit envoyez votre texte pour le faire publier, moi-même, j'avais pas du tout l'idée que c'était possible. En fait, je trouvais ça même limite complètement prétentieux, l'idée de faire publier quelque chose que j'avais écrit. Le texte n'a pas été publié. C'était pas très grave. D'ailleurs, entre 2008 et 2015, j'ai rien écrit d'autre. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a obsédée. Mais il a fallu un autre événement aigu, notamment les 30 ans de l'anniversaire de la mort de mon père, pour me permettre de recommencer à écrire. Et le fait que ce texte soit publié, ça m'a donné une certaine idée de ce que ça pouvait être se sentir légitime au sein d'une maison d'édition et d'être capable après, derrière, d'écrire autre chose, et notamment de la fiction. Et donc, à chaque fois, finalement, écrire pour accueillir tes émotions. En fait, c'est toujours un truc d'émotion. Et ce qui est très amusant, c'est que je trouve que c'est une chance que j'ai eue de pouvoir accueillir une certaine forme de maturité dans l'écriture qui m'a permis de m'extraire de mes émotions juste simplement basiquement liées à ce que j'étais en train de vivre, parce que voilà, je vais pas faire le tour de moi-même toute ma vie, ça serait quand même très auto-centré. Mais en revanche, avoir la possibilité d'aller fouiller dans les sensations primitives que je peux avoir sur pas mal de sujets différents, et en l'occurrence, la psyché humaine et l'inconscient sont vraiment des sujets qui me passionnent et qui m'obsèdent. Et je me rends compte que dans mes personnages, c'est vraiment ce que je vais aller explorer. Et c'est ce que j'aime écrire, ce qui se passe dans l'inconscient de quelqu'un. Et alors évidemment, c'est lié au fait que j'ai fait 20 ans d'analyse et que j'ai trouvé ça complètement inspirant. Et ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses sur l'être humain. Quand j'ai fini dentaire, j'ai fait une licence de psycho parce que j'adorais ça et j'avais pas de mots. En fait, j'arrivais pas à verbaliser les choses que je ressentais sur la psychologie. Puis quand j'ai commencé le master, en fait, pour le coup, c'était trop compliqué d'être au cabinet, plus faire un master avec les stages. J'ai un peu regretté de ne pas pouvoir finir le cycle de psycho. Mais bon, il y a un moment, il fallait faire des choix aussi. Mais c'est vrai que la psyché vraiment me fascine. Et je trouve que c'est une sorte de puits sans fond absolument génial dans lequel on peut aller fouiller plein de sensations différentes pour justement aller créer les persos et ressentir avec eux ce qu'on écrit. Ça me fait penser du coup à ton personnage Maya, qui se met soudainement à parler arabe dans le livre arabe. Comment ça t'est venu une idée comme ça ? Aucune idée. C'est-à-dire que j'étais en train de finir le second texte dont je te parlais, qui était plutôt de l'autofiction. J'en discutais avec mon éditrice et je lui dis tiens, regarde, j'ai écrit ça, je te l'envoie. J'ai écrit 15 pages, qui sont les 15 premières pages du livre textuellement, et où j'ouvre mon ordi, j'écris arabe. Je me dis tiens donc, voilà, ça c'est un sacré titre. Et arrive le premier dialogue avec son amoureux où elle se réveille en lui disant Sabah al khair, et il lui dit quoi ? Et elle lui dit quoi ? Et en fait, elle se rend pas compte qu'elle parle arabe. Et elle a ce cheminement dans Paris où elle se perd de Montmartre à Barbès et elle fait plein de rencontres de lieux et de personnages qui ont tous un lien avec l'Orient, plus ou moins, disons, marqué. Et à travers chacune de ces rencontres, elle va opérer une quête identitaire. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout... c'est un texte écrit sans préméditation. Il est vraiment arrivé comme ça. C'est intuitif, au fil. du coup ? Alors, je sais pas si c'est que intuitif. Je pense qu'il y a une élaboration inconsciente assez longue. Et qu'au moment où l'écriture arrive, le texte, il existe déjà quelque part. Et simplement, c'est les phases antérieures de création du texte, elles sont finalement pas visibles à l'œil nu. En revanche, je pense qu'elles sont là, qu'elles sont ancrées. Et quand l'écriture vient,
parfois, je ne sais même pas ce que je suis en train d'écrire et je ne me relis pas tout de suite. Et quand je me relis, je me dis, ah oui, tiens, c'est marrant que j'écrive ça. Ou par exemple, je ne sais pas où je vais. Par exemple, dans Arabe, quand la première partie du bouquin a été écrite, j'avais absolument aucune idée de pourquoi elle parlait l'arabe. Et je me rappelle d'un déjeuner avec mon éditrice où elle me dit, bon, ça vient de qui cette langue? Et je lui dis, je ne sais pas. Et elle commence à me parler de tous les persos et on discute de leur vie. Mais de leur vie telle qu'elle n'est pas écrite dans le texte. Et en fait, j'étais capable de lui raconter un peu les ressentis de chacun, leur caractère. Et le personnage du père est très important dans Arabe. De toute façon, très clairement, je pense que le personnage du père sera quelque chose qui va me hanter dans tout ce que je serai capable de fabriquer finalement en termes de texte. Et en discutant avec elle, à un moment, elle me dit, mais est-ce que c'est sa mère? Non. Est-ce que c'est son amoureux Max? Non. Est-ce que c'est son père? Et là, je la regarde, je dis, bah oui, évidemment que c'est son père. Et là, je lui déroule toute la fin du bouquin, en fait. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et c'est là où je trouve que le métier d'éditeur, par exemple, est absolument génial. Et je le dis souvent, est très proche de celui d'un psy. C'est-à-dire que c'est une induction à pouvoir verbaliser, formaliser quelque chose qu'on a intérieurement, mais qu'on n'a pas encore trouvé le chemin ou le process pour juste l'exprimer. Et ça, je trouve que ce lien avec l'éditrice est absolument génial. Et c'est comme ça que le texte s'est écrit, c'est-à-dire que ça venait un peu de nulle, ça semblait venir de nulle part, et écrit sans aucune préméditation. Ça, c'est drôle. Mais moi, c'est un texte qui m'a particulièrement touchée parce que j'ai eu la sensation que ça aurait pu m'arriver, en fait, de me réveiller et de parler arabe. Et du coup, effectivement, ça peut pas venir de nulle part. La fameuse transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on est tous habités par l'histoire de tous nos aïeux. Et il y a même des études qui ont montré que le génome se réécrit en fonction de l'histoire de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et ça, je trouve ça absolument aussi fascinant, c'est-à-dire que par rapport à une situation donnée qui peut être, je sais pas, une explosion, par exemple, non attribuée, avec un bruit très fort, un souffle, un être qui aura eu des ancêtres qui auront vécu peut-être des guerres, va pas, au moment où il va entendre l'explosion, avoir le même ressenti que quelqu'un dont les ancêtres n'auront pas vécu quelque chose de similaire. En revanche, lui, il écrira pour ses enfants et pour ceux qui vont lui succéder. Et je pense que l'histoire de ceux qui nous précèdent, elle a quelque chose d'absolument fascinant dans ce qu'elle impacte dans nos décisions quotidiennes, dans nos rencontres, dans les liens qu'on a les uns avec les autres, dans les livres qu'on lit. En fait, lire un livre, et notamment un roman, c'est pour ça que j'aime le roman aussi, c'est que quand on lit un roman, il y a autant de façons d'imaginer le roman que d'existence ancestrale. Donc chaque lecteur qui va avoir une histoire familiale différente va pouvoir visualiser quelque chose de différent. Ouais. Et d'ailleurs, accueillir des émotions aussi. Tu vois, c'est ça qui est assez fascinant. Absolument. C'est que toi, tu écris et tu accueilles tes émotions et finalement, le lecteur aussi. Oui, qui peuvent être d'ailleurs des émotions très différentes des miennes. Tout à fait. C'est ça qui est absolument fascinant dans le roman. C'est qu'on ouvre un champ plus large à ses propres possibilités, mais aussi à la possibilité de son lecteur. C'est pour ça que j'aime le roman, parce que je trouve que c'est un art qui est plus généreux finalement pour l'auteur envers le lecteur que le texte autofictionnel. Je trouve plus compliqué en fait, en vrai. Moi, je suis curieuse de savoir au quotidien comment tu définirais un peu ton état d'esprit. Qu'est-ce qui fait justement que j'ai l'impression dans ce que tu nous racontes que tout a été très naturel. Est-ce que c'est une lecture juste Comment t'as construit du coup cette vie, ou comment tu construis au quotidien cette vie? Comment tu prends tes décisions? C'est quoi ton état d'esprit, ta façon de faire en général? Alors, c'est pas une lecture fausse, mais c'est une lecture partielle. C'est-à-dire que je sais que l'image que je peux renvoyer, je le vois avec mes patients notamment, c'est celle de quelqu'un d'assez calme. Donc, j'entends ricaner ceux qui me connaissent bien. Et pour qui les choses coulent de source, sont faciles. En vrai, je me pose beaucoup de questions. J'obsessionnalise beaucoup. C'est-à-dire que je peux tourner en rond pendant des semaines et des semaines sur un tout petit sujet important ou pas important du tout. Et quand je dois prendre des décisions, en fait, j'ai accepté maintenant de m'écouter et d'aller à l'affect. Et ce qui était des décisions plutôt impulsives quand j'étais enfant et ado sont devenues
des décisions guidées par la sensation, par l'affect, par les sentiments. Et j'ai accepté de me dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre la décision émotionnelle et la décision intellectuelle. Je crois quand on a grandi dans une période qui était très particulière dans les années 80, où il y avait des espèces d'images de réussite, j'aime pas le mot, mais c'était ça qu'on nous insufflait, la réussite qui est de la réussite très terre-à-terre, basique, professionnelle, gagner de l'argent, bien réussir sa vie, c'était ça. Je crois qu'on s'obligeait, pour pouvoir rentrer dans un certain moule, à prendre des décisions qui étaient des décisions terre-à-terre, rationnelles. Et en fait, j'ai accepté de me dire que finalement, ce qui me rendait heureuse, c'était aussi de suivre toute ma part complètement irrationnelle. Parce qu'elle n'était pas moins importante ou elle n'avait pas moins de valeur, en tout cas dans ma vie, que la part rationnelle. Et je crois que c'est un peu ça mon mode de décision, c'est faire des choses qui me touchent. Non pas des choses qui me rendent heureuse, parce qu'on pourrait avoir le biais de se dire finalement aller à la sensation, c'est éviter ce qui rend malheureux et aller vers ce qui rend heureux. Moi, je ne crois pas du tout à ça. J'ai un affect assez important pour les états mélancoliques. J'aime bien vivre avec. Je trouve qu'il y a quelque chose finalement d'assez épanouissant à l'idée qu'on n'a pas besoin de refouler, qu'on n'a pas besoin d'éliminer les choses qui nous rendent tristes, malheureux, qui nous touchent. Au contraire, qu'on peut les avoir comme bagage et qu'on peut les transporter. Et pour moi, c'est pas du tout des boulets. C'est au contraire, souvent on a l'impression quand on se blinde, qu'on a plein de choses qui ont été difficiles à vivre ou des sensations qui sont un petit peu jugées comme étant négatives dans la société. On les imagine comme une espèce de carapace hyper lourde à porter ou un boulet qu'on doit traîner. Moi, j'ai plus l'impression que la vie, c'est une sorte d'arbre. Et plus l'arborescence est importante, en fait, plus je vais me sentir épanouie de vivre. Ouais. Et par exemple, si je veux faire une espèce d'allégorie très simpliste et me dire, les aspects mélancoliques, ça va être les aspects des arbres à l'automne avec les feuilles qui jaunissent, qui roussissent et qui tombent des arbres, je trouve ça tout aussi beau que quand on est en pleine époque de verdure ou au moment où les arbres fleurissent. Donc je crois on arrive à être très complet et à se sentir bien, dans une espèce d'état de plénitude, mais vraiment dans le sens terre-à-terre du terme, c'est-à-dire pleine, quand justement on va aller accueillir les sensations. Et mes modes de décision au quotidien, c'est ça, c'est conduit par la sensation. Alors, ça peut paraître un petit peu, disons, très subjectif comme réponse, mais si je veux être très terre-à-terre avec toi, par exemple, ça va du choix de l'école pour ma fille qui est rentrée en 6e, il a fallu choisir où la mettre dans une école en 6e. Mon mois d'avant, qui était très organisé, aurait envoyé des dossiers dans toutes les écoles qu'elle voulait, en se disant, on met toutes les chances de notre côté pour toutes les écoles, et puis après, on fait un choix rationnel. Dans l'idée éducative qui émanait de chaque établissement, il y a un seul établissement, en fait, qui me plaisait vraiment, qui mettait en avant autant les lettres que les sciences, qui prévoyait pour les enfants des concours oratoires, des concours d'écriture, et j'ai envoyé un dossier que dans cette école-là. Et en fait, je me rappelle, mon mère me disait, oui, mais si elle n'est pas prise, je dis, non, mais c'est pas le sujet, en fait, elle va être prise. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on va faire en sorte qu'elle soit prise, parce que c'est le meilleur établissement pour elle, et elle sera très bien pour cet établissement-là. Elle leur rendra aussi service à faire partie de cet établissement-là. Et tu vois, c'était de la sensation. Je sentais qu'elle serait bien épanouie dans ce collège-là. Et c'est comme ça que j'ai pris cette décision. De la même façon que quand je suis au cabinet, par exemple, et qu'il faut que je prenne des décisions thérapeutiques avec les patients, parfois la meilleure décision thérapeutique pour un patient, sur le papier, ça va être une décision qui ne va pas correspondre à ce qu'il est capable de faire émotionnellement ou simplement, basiquement, financièrement parlant. Donc, ce que j'aime, c'est pouvoir discuter avec lui de la possibilité des traitements et de ce que sur le long terme, ça va lui apporter. Si j'ai un patient pour lequel je considère qu'il n'y a qu'une seule décision thérapeutique possible, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais que en gros, soit il n'a pas le moyen temporel de venir à tous les rendez-vous, soit il n'a pas le moyen financier de pouvoir faire ce traitement-là, je vais pas marc-bouter, lui dire, moi je peux pas vous soigner parce que pour moi, c'est la meilleure décision. Donc j'aime bien en fait l'idée qu'on puisse discuter ensemble justement de ce qui, à travers l'émotionnel, à travers la sensation, lui va accueillir comme étant le patient, donc le patient avec un grand P, donc lui ou elle va accueillir avec, disons, le sentiment d'être
pris en charge et considéré. Et se sentir considéré, ça veut dire qu'on considère tous les paramètres et, à mon sens, surtout la sensation. Il faut se sentir bien, il ne faut pas se sentir cornerisé, il ne faut pas se sentir au pied du mur. Et il ne faut surtout pas se sentir lancé dans quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Ouais. Et c'est ça, en fait, quand je prends des décisions, j'aime pas l'idée qu'il y a quelque chose que je fais contre mon gré. Et pour ça, il faut s'écouter, il faut écouter ce qu'on ressent. Et je pense qu'il faut faire confiance à son intuition beaucoup. Donc, tu as l'air très connecté à ton corps. Du coup, tu parles beaucoup de sensations. Tu les formalises, ces sensations. Tu es capable de... Tu sais, souvent, quand je travaille avec mes clientes sur les émotions, justement, je fais cet exercice de leur demander... Comment tu te sens là? C'est quoi l'émotion? Et elle passe où dans ton corps? Tu es capable de faire ça? Parce que souvent, c'est un exercice difficile, en fait. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Alors, moi, j'ai la chance de faire pas mal de sport et notamment de nager. Ouais. Et la sensation de la natation et de l'eau et de l'immersion et le fait que ce soit un sport qui te coupe de pas mal de sens, notamment du bruit extérieur, de la respiration, du toucher parce que tu n'es plus que dans l'eau. Cette immersion, elle te permet d'être en introspection totale avec ton corps. Et autant j'aime l'introspection mentale, autant j'adore l'introspection physique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez troublant dans le fait que tu peux justement aller au plus près de ta sensation primitive. Et ça, oui, j'y suis très attachée. De la même façon que pour moi, la douleur physique n'est pas spécialement un problème. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir permettre, par exemple, dans mon exercice quotidien, à des enfants d'accepter, non pas la douleur, évidemment, la douleur forte, mais d'accepter la sensation comme n'étant pas forcément une agression. Je m'explique. Ça m'arrive assez souvent d'avoir des enfants, des petits, qui ont des petites caries sur des dents de lait, qui ne sont pas des gros trucs. Hein. Et je leur dis, voilà, on a deux possibilités. Soit je te fais une anesthésie tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on endort, que tu vas rien sentir et qu'on va soigner la dent. Soit on accepte de sentir ensemble. Ça peut être un tout petit bobo, comme quand tu tombes au square et que tu t'écorches le genou, mais tu sais que tu n'es pas en danger ici. Je suis là pour m'occuper de toi, il y a tes parents à côté. Et si tu sens que la sensation, tu ne peux pas la gérer, tu lèves ton bras, tu me dis, et à ce moment-là, on anesthésie. Dans 99% des cas, les enfants sont partants pour ne pas être anesthésiés. Et dans 99% des cas, je n'ai pas besoin de les anesthésier. Et en fait, je crois que, et c'est très marqué en ce moment avec l'hygiénisme ambiant, je crois qu'on a souvent peur à la fois de se sentir triste, quand on parlait tout à l'heure des sensations mentales, mais aussi d'avoir mal physiquement. Oui. Comme si la douleur physique, c'était quelque chose d'insurmontable. Et je crois que quand on sait que ce n'est pas grave, quand on a appris à connaître son corps et que certaines sensations qui sont plutôt apparentées à des sensations négatives, qui sont des sensations de souffrance physique, mais disons modérées à légères, on peut faire avec. Et c'est vrai que je me dis, je vois bien quand par exemple pendant le confinement, on n'avait pas le droit de bosser, nous les chirurgiens dentistes. Donc je recevais des mails de patients qui avaient des douleurs. Et dans la très grande majorité des cas, le fait de les rassurer, ça les aidait à gérer leur douleur. Après, derrière, évidemment, ils avaient des ordonnances parce qu'on n'est pas non plus des chamans. Et donc, il fallait quand même soigner les gens. Mais je crois beaucoup à la composante finalement angoissée de la douleur et au fait qu'on peut apprendre à gérer ces sensations-là. Et de la même façon que le trop chaud, le trop froid, la faim. Moi, je vois par exemple ma fille, quand elle était petite, elle me disait tout le temps « j'ai faim », avec panique. Et je lui disais « non, mais si tu sais que tu vas manger, en fait, c'est pas très grave d'avoir faim. Ouais. Au contraire, tu sais que tu vas manger. » Donc voilà, il y a des mômes et des enfants dans le monde qui savent pas quand ils mangeront leur prochain repas. Là, la faim, c'est une souffrance. Et c'est une souffrance parce qu'elle va induire une pathologie, elle va induire une morbidité, voire une mortalité. Mais si on a faim en sachant qu'on va pouvoir manger derrière, il n'y a aucun problème à aller gérer. Bon, voilà, la sensation du ventre qui se tord, c'est pas très grave. Et c'est ça, je crois beaucoup à ça. Ou par exemple, quand un enfant va se faire vacciner, j'ai jamais compris pourquoi on mettait des patchs EMLA, des patchs anesthésiants, sachant que l'aiguille du vaccin, ça fait pas mal. Je trouve que c'est une façon en fait de leurrer un enfant, de lui imposer une double contrainte. On lui dit voilà, on va te vacciner, on va mettre un patch pour que tu aies pas mal. Sauf que comme c'est le produit qui fait mal, il a mal quand même. Donc en fait, il y a une espèce de bug où il ne comprend pas, mais attendez, on m'a dit que ça faisait pas mal, en fait ça fait hyper mal, et on a du mal à accueillir la douleur. Alors que si on lui dit, voilà, on va te faire un vaccin, c'est pas très agréable, mais en gros, le but, c'est justement te permettre de pas être malade méchamment, il va avoir une petite sensation, il sait que ça va être désagréable, et ça va passer. Et je pense que de la même façon
qu'il faut pas mentir aux enfants, qu'il faut leur permettre de tomber au square. Bon, pas non plus faire n'importe quoi, évidemment, mais dans une certaine mesure, je pense que quand on devient adulte, c'est important d'accepter, d'accueillir aussi les sensations physiques, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient apparentées à mauvaises. Ouais, je suis absolument d'accord. Et je pense que cette capacité-là à les accueillir, souvent va de pair avec la capacité de faire la distinction entre ce qui est vraiment de la douleur physique et ce qui est une souffrance mentale qu'on ajoute par-dessus la Absolument. douleur Qui est physique. Tu parlais de l'angoisse. l'anxiété, Ouais. l'angoisse. Et faire cette distinction-là, déjà, enlève un poids Un énorme. poids énorme. Et puis je pense qu'on est tous, de toute façon, on est tous nés avec l'idée plus ou moins consciente ou inconsciente du fait que on connaît tous la fin, on va tous mourir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et je trouve que finalement, c'est ce qui rend l'existence humaine à la fois complètement abjecte et en même temps complètement merveilleuse. Et c'est vrai que la douleur physique, elle rappelle à cette réalité-là. Et la peur, justement, de ne plus être capable de gérer physiquement, la peur de perdre son intégrité physique, elle peut être très forte. Et je crois qu'on peut avoir cette possibilité, non pas d'être en souffrance, mais justement de dépasser cet état de souffrance en se disant, finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire cette sensation-là et est-ce que j'ai vraiment besoin de la combattre? Et justement, ça peut permettre aussi de bien connaître le seuil à partir duquel on est dans quelque chose de pathologique et où là, il faut vraiment se tirer sa propre sonnette d'alarme. Ouais. Et agir en conséquence. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus dans une espèce de truc d'angélisme, genre la douleur c'est magnifique et souffrons tous ensemble, mais vraiment, en revanche, être capable de faire la différence entre ce qui est du physiologique ou du pathologique. Tu vois, par exemple, moi, à peu près une fois par mois, je reçois un enfant en urgence dont les parents sont effrayés, il a super mal, il n'arrive pas à manger, je pense qu'il a des caries et tout. Et je regarde et je dis non, mais il n'y a rien, en fait, il a une dent qui bouge. Ah bah vous voulez pas lui enlever, ça lui fait hyper mal. Ben non, je vais pas lui enlever, en fait, c'est une dent qui bouge, c'est la vie, c'est naturel. Mais oui, mais il a mal. Bah oui, mais c'est une sensation physiologique qui n'est pas grave. Donc si je lui enlève cette douleur-là, il va avoir un seuil de référence de la douleur qui va être complètement changé, complètement perturbé. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup à la sensation aussi physique, physiologique et à ce qu'on est capable de supporter ou pas supporter, mais sans se contraindre, vraiment en essayant de l'analyser sereinement. Alors, tu sais que ce podcast s'appelle Femmes ambitieuses et moi je suis curieuse de savoir quel est ton rapport à l'ambition? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi déjà? Alors c'est marrant parce que l'ambition, je trouve que c'est un mot qui peut être, qui est assez ambivalent, qui a toujours qui peut avoir une connotation hyper péjorative dès qu'on l'attribue à un être, à une personne. C'est une personne ambitieuse. Alors c'est marrant parce que même je pense que le concept de femme ambitieuse, il peut faire plus peur que d'homme ambitieux. On n'aura pas la même image inconsciente d'une femme ambitieuse et d'un homme ambitieux. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que ce sont les projets qui sont ambitieux. Et c'est marrant parce que tout de suite, je trouve que le mot perd sa connotation péjorative quand on l'associe à un projet. Ah, il est en train d'écrire un livre très ambitieux, c'est un film très ambitieux, c'est un projet de vie très ambitieux, c'est un voyage très ambitieux. Et j'envisage personnellement l'ambition comme étant finalement le contraire de l'inhibition, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des projets multiples, temporellement se situant sur une même réalité, c'est-à-dire ouvrir plein de cases en même temps, faire des choses en même temps. Et finalement, si je veux avoir un résumé assez simple, c'est me dire finalement, c'est accéder à une certaine forme de vie ambitieuse, mais pas ambitieuse dans si tu veux, dans l'idée de ce dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on nous assénait quand on était enfant dans les années 80, la réussite par le travail, la réussite par l'argent, mais d'avoir des projets ambitieux. Et ces projets ambitieux, ça peut être aussi bien accorder toute une vie à essayer de comprendre qui on est. Ça peut être accorder toute une vie à rencontrer l'autre. Ça peut être accorder toute une vie à essayer de se maintenir, d'avoir une famille épanouie, une famille heureuse, faire le bien autour de soi. Voilà, pour moi, c'est ça un peu le concept ambition. C'est l'ambition des différents projets qu'on va
envisagés, mais qui ne sont pas forcément des projets, si tu veux, des projets concrets ou des objectifs à atteindre, mais plutôt des projets de vie. Et clairement, pour moi, le projet de vie le plus ambitieux, c'est de se dire qu'on peut arriver à la fin de sa vie, peu importe l'âge qu'on aura, parce que finalement, on n'est pas le seul à le déterminer, ça. Il y a quand même des histoires dans la vie qui font qu'on va atteindre tel ou tel âge, mais arriver à la fin de sa vie, à la veille, à l'avant-veille de sa mort, et se dire, j'ai quand même pas mal vécu. Et ça, je pense que ça devrait pouvoir arriver aussi bien à quelqu'un qui se retrouve face, on devrait avoir la chance en tout cas de pouvoir se dire ça, que l'on meurt à 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans. Pour moi, c'est ça, la vraie ambition qui m'anime, c'est pouvoir me dire, quel que soit l'âge maintenant auquel je peux me retrouver confrontée à ma disparition, parce que finalement, ce qui m'anime aussi, c'est ce côté hyper volatile de la vie, c'est me dire, voilà, j'ai vécu la vie, c'était un projet très ambitieux, mais j'ai pu vivre et ressentir des choses. J'adore, c'est une belle définition de l'ambition. Alors, je suis très curieuse, je vais parler un instant de ta famille parce que ton nom de jeune fille, c'est Hamzaoui, si je ne me trompe pas. Et donc, peut-être les auditrices qui nous écoutent connaissent ta sœur, Nora Hamzaoui, peut-être ton frère. Quel est Amro. Ouais. Amro Hamzaoui, qui est réalisateur, c'est ça? Oui, absolument. Vous êtes et on est 4, on a aussi et une vous sœur êtes aînée. 4, ouais, une sœur aînée. Et vous êtes au moins 3 artistes. Je ne sais pas si ton autre sœur l'est également. Pas encore. Et vous êtes public. Est-ce que c'est un hasard que vous ayez tous les 3 des métiers de création, ou en tout cas cette passion pour la création, ce besoin de s'exprimer? Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait imaginer que c'est un hasard dans le sens où on n'est pas issu, on n'est pas des enfants de la balle, on n'est pas issu de parents artistes, comédiens, écrivains. En revanche, on a un socle commun qui est habité par 2 choses, l'absence et le silence. L'absence, ça a été clairement l'absence de notre père, avec ce que ça impacte de différent selon qu'on est une fille ou un garçon, selon l'âge auquel ça arrive. Et le silence, c'est-à-dire que quand mon père est mort, on en a très très peu parlé. Il y a une espèce d'omerta autour de son existence et autour de sa mort. On a su finalement très peu de choses de lui et on ne s'autorisait même pas à parler de lui entre nous. Et je crois que la nécessité de créer avec des mots, c'est un palliatif au silence. Et je pense que le fait de s'exprimer en public, que ce soit sur scène pour ma petite sœur, sur des écrans de cinéma comme mon grand frère, ou à travers les livres pour moi, c'est pour pallier finalement à l'absence. C'est retrouver une certaine forme de présence et d'échange avec d'autres que notre père. Encore une fois, je parle en ce qui me concerne, hein, c'est comme ça que je l'analyse, mais pour moi, la rencontre avec le public ou une certaine forme de public, c'est un palliatif à l'absence, et la création, c'est un palliatif au silence. Alors, tu es maman. Heureuse maman. Heureuse maman. Tu as une fille qui est entrée au collège cette année. C'est quoi pour toi être mère aujourd'hui en 2020 et être maman d'une fille? Alors, c'est marrant que tu insistes sur maman d'une fille. C'est marrant parce que dans mon désir de maternité, j'avais quelque chose d'extrêmement fort lié au fait que je voulais avoir une fille. C'était extrêmement prégnant. Je m'en cachais pas du tout. Moi, les gens qui disaient que ce soit une fille ou un garçon, ça m'est égal. En fait, je comprenais pas parce que moi, je voulais une fille. Enfin, vraiment, c'était très fort. Et j'étais incapable de formaliser, de verbaliser pourquoi, mais je voulais une fille. Et quand elle est née, j'ai eu une sorte de vertige tellement fort que je me suis rendu compte que ce qui m'attendait était une espèce de tourbillon d'émotions, de responsabilités, de bonheur, de frustration sans fin. Et j'ai trouvé ça assez magique, en fait, que d'être capable de mettre au monde un être qui allait m'apporter autant de choses. Et surtout, en miroir, de pouvoir lui apporter plein de choses. Alors, qu'est-ce que c'est être une mère aujourd'hui ? Ce que j'essaye, en tout cas, de transmettre à ma fille, de façon assez, disons, pour le coup, assez formalisée, assez verbalisée, c'est que ces choses qui m'obsèdent, je lui en parle, c'est-à-dire la vie est volatile, l'épanouissement
ne passe pas forcément que par l'élimination des choses négatives. C'est l'épanouissement pour moi, et c'est comme ça que je lui transmets. C'est accueillir, accepter tout ce qui nous arrive et être capable de vivre avec. J'ai une certaine forme de résilience qui est assez forte. Alors, j'ai de la chance parce que je pense qu'une partie de la résilience qu'on a individuellement, elle est un peu innée. Et après, j'essaye de lui transmettre ça, c'est-à-dire une certaine forme de résilience. Résilience, pourquoi ? Parce que finalement, je me dis que la condition humaine est assez compliquée. Je le disais tout à l'heure, on donne naissance à des êtres dont on connaît l'issue. La vie est quelque chose dont on connaît l'issue. Et puis une fois qu'on n'est plus là, en fait, on n'est plus là. Peu importe ce en quoi on peut croire ou pas croire, il y a quand même un pendant et puis il y a un après. Et c'est vrai que... Alors, moi, je suis athée et je me rappelle d'avoir lu souvent Jean d'Ormesson dire que ça devait être sacrément compliqué d'être athée parce que à l'approche de la mort, ça doit être complètement enivrant de se dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a plus rien. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très enivrant d'envisager la mort quand on est athée. Mais en même temps, ce que ça me permet à moi, c'est d'augmenter la valeur de la vie. Parce que justement, après, c'est fini, quoi. Et c'est ça, pour moi, être la maman d'une fille, c'est à la fois... Enfin, être maman, en tout cas, c'est pouvoir lui insuffler la nécessité de vivre. Sur des choses très courantes du quotidien, c'est par exemple, elle est au collège, elle a pas une très bonne note à un DST. Je dis, bon, écoute, une note, ça ne demande qu'à être améliorée. On comprend pourquoi on a une mauvaise note ou pas, et puis on travaille, et puis on n'a pas besoin d'aller chercher l'excellence en termes de notes. Par contre, ce qu'il faut trouver, c'est le bon équilibre entre je travaille suffisamment pour avoir une bonne note, mais je travaille suffisamment peu pour me sentir libre. Et je crois que ce concept de liberté, il est très important à transmettre très jeune. Parce que pour moi, il est exactement le même que celui qui peut venir nous défier quand on est justement lancé dans ce truc de réussite professionnelle qu'on veut bien faire, jusqu'à où on va en fait pour se sentir libre et à quel moment est-ce qu'il faut arrêter pour pas se sentir asservi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants très tôt. Ensuite, être maman d'une fille, alors pareil, je trouve ça absolument extraordinaire, moi, la condition de femme aujourd'hui, parce que on a la chance d'avoir pas mal de voix différentes qu'on nomme voix féministes. Moi, je trouve ça un peu réducteur finalement, mais puisqu'il faut nommer les choses et que c'est des concepts qui sont marketables et peut-être plus faciles pour les identifier, on a la chance d'avoir donc ces voix qui sont audibles et visibles sur pas mal finalement de supports différents, sur des réseaux sociaux, sur les podcasts, dans les livres, on a des vraies voix qui parlent aux filles. Et par exemple, moi, j'adorais lire avec Lina Histoire du soir pour filles rebelles. J'aime bien lui montrer que, malheureusement, la condition de femme, dans une très grande partie du monde, et je pense sans doute aujourd'hui dans l'intégralité du monde, met des difficultés supplémentaires à franchir les paliers, mais que ces difficultés supplémentaires, plutôt que de les prendre comme quelque chose de négatif et comme une malchance, au contraire, les accueillir comme une chance et comme la possibilité de potentialiser son énergie, de potentialiser ses possibilités, et justement se dire, c'est parce que je suis une fille et que j'ai la force d'être une fille que j'ai ces trucs-là dans les pattes et que je vais pouvoir les surmonter. Et j'aime assez, en fait, pouvoir l'aider à lui montrer, à lui dire que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont injustes pour les filles, que la scolarisation des filles, c'est pas encore un combat gagné dans le monde, qu'elle a la chance, par exemple, elle, d'être dans un pays qui est démocratique, où elle va pouvoir avoir accès à l'école. Et c'est des choses que je lui rappelle. Voilà, tu as accès à l'école, c'est génial. Et il faut penser aux filles qui n'ont pas d'accès à l'école. Et il faut pouvoir transformer cette possibilité-là en créer d'autres choses. Et tu vois, par exemple, je me dis, même au niveau scolaire, il y a des trucs qui ont pas mal évolué par rapport à quand on était petite. L'année dernière en CM2, ou je crois même que c'était il y a 2 ans en CM1, parce que je suis toujours perdue avec le confinement, mais oui, c'était il y a 2 ans en CM1. À l'école, Lina ils ont eu un sujet pendant l'année qui s'appelait les filles et le sport. Et notamment, elle parlait de la place des femmes dans le foot. Et elles ont eu la chance de rencontrer, ils ont eu toute sa classe la chance de rencontrer d'anciennes joueuses d'équipes féminines de football d'équipe de France, de discuter avec elles. Et elles ont créé avec ses copines une BD
les filles dans le foot, elles ont fait des super dessins. Et ouais, c'était génial parce qu'en fait, et quand elle en parlait, elle me disait, mais je comprends pas, par exemple, pourquoi c'est pas valorisé pareil que pour les garçons. Et donc, faut réussir à lui dire, ben, ok, c'est pas valorisé comme pour les garçons. Le pourquoi, c'est une certaine chose. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment je fais pour que ce soit différent. Et je me rappelle d'une anecdote quand elle était toute petite, elle avait pas encore 6 ans, au moment de Noël. Elle vient voir et elle me dit, dis donc maman, le Père Noël, on l'a jamais vu en vrai, personne. Et je lui dis non, personne. Elle me dit pourquoi on a décrété que c'était un homme alors? Pourquoi on dit Père Noël? Génial. Et je lui dis, bah, et là, je me suis trouvée, franchement, mais sans voix. Et je me suis dit, être capable de remettre l'ordre établi si petite, c'est génial. Et je lui dis, bah, écoute, t'as raison, je sais pas. Elle me dit, moi, je suis sûre que c'est la Mère Noël. Je lui dis, écoute, peut-être. Et elle me dit, je vais faire 2 dessins, un pour le Père Noël, un pour la Mère Noël. On va les mettre sous le sapin et on verra qui prend son dessin cette nuit. Donc, elle fait ses dessins, on fait des enveloppes. J'écris Père Noël sur l'une, Mère Noël sur l'autre. Et puis, pendant la nuit, je prends les 2. Et le lendemain matin, elle vient nous voir, son papa et moi. Et elle nous dit, ah ben, ils ont pris les 2. Mais ça aussi, j'y avais pensé. En fait, ils bossent en couple. et, et je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait, qu'on peut apprendre aux filles. C'est avoir suffisamment de confiance dans sa condition féminine pour se dire que c'est pas normal qu'on n'ait pas considéré que le Père Noël pouvait être la Mère Noël, et en même temps ne pas se retrouver dans une dynamique revancharde vis-à-vis de la jante masculine en se disant allez, c'est la Mère Noël au détriment du Père Noël, c'est les deux. Et donc elle a ce truc-là qui est très prégnant, et j'espère, en tout cas, je me dis peut-être que ça vient aussi de tout ce qu'on lui a raconté depuis qu'elle est petite, aussi de la façon dont on vit. C'est-à-dire que nous, on a une façon de vivre où il n'y a pas de tâches qui sont accordées plus à l'un qu'à l'autre. Voilà, elle a 2 parents qui ont tous les 2 une vie active, et donc elle voit bien que chacun est là pour aussi permettre à l'autre d'être à la fois épanoui dans sa vie active et épanoui dans ses loisirs, laisser du temps à l'autre, mais ça signifie aussi, quand il y en a un qui rentre avant l'autre, il prépare à manger, mais voilà, sans faire de distinction de est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman. Ça doit ce genre de choses qu'elle te dit quand elle est enfant, et voir finalement de quelle façon l'éducation, est-ce que vous avez pu lui raconter, ça doit te faire chaud au cœur, non? Ah bah oui, ça me fait chaud au cœur. Et puis surtout, je me sens, disons que je me sens rassurée d'une certaine façon pour elle à l'avenir. Je me dis, elle ne se laissera pas faire, en tout cas en tant que fille. Elle n'aura pas ce biais que peut-être on se met un peu personnellement, mais à mon avis, qui est forcément la conséquence aussi d'une mouvance sociale humaine, où je suis une fille, donc je pars avec un certain handicap. Et comme je suis une fille et que je suis polie et que je suis bien éduquée, en fait, je l'ouvre pas et je laisse faire les choses. Donc Lina, elle a réussi, en tout cas jusqu'à maintenant, à avoir ce truc où, sans se montrer ni insolente ni désobligeante envers la jante masculine, elle n'accepte pas des évidences qui n'en sont pas. Voilà, et ça, c'est plutôt chouette. Et notamment, c'est elle aussi une super nageuse. Et il n'y a pas très longtemps, elle a nagé un 2 km en piscine, ce qui est vraiment une distance très compliquée, où elle a fait un temps extraordinaire. Et c'était drôle parce que dans sa ligne, il y avait 2 garçons qui avaient 25 ans, qui n'étaient pas des nageurs, mais enfin des garçons de 25 ans, qu'elle a doublé plusieurs fois pendant l'épreuve sportive. Et quand ils sont sortis, ils l'ont félicité. J'ai trouvé ça assez génial. Et pour moi, c'est ça, voilà, je lui dis toujours, ça c'est important, c'est de se dire qu'on est capable de le faire, que c'est pas parce qu'il y a un garçon de 15 ans de plus que toi devant toi dans la piscine que tu n'as pas le droit de le doubler. Donc c'est peut-être juste un symbole, mais je pense que ça construit un peu aussi la possibilité de faire des choses. Et je crois que nos devoirs en tant que mère et que mère de fille, c'est de leur montrer qu'il y a cette possibilité-là. Et je pense que quand on a un garçon, si moi en tout cas j'avais eu un fils, ou si j'avais un fils, ce que j'aurais envie de lui transmettre, c'est que tu te fasses doubler par une fille, peut-être que ça arrivera dans ta vie. Et en même temps, c'est pas très grave, c'est pas très différent que de se faire doubler par un garçon. Globalement, de la même façon que je disais, les sensations qu'on peut imaginer être des sensations négatives, il faut les accueillir. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut accueillir. Et puis, justement, avoir la curiosité de chercher, ah bah tiens, c'est marrant, cette fille, elle nage hyper bien, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre, en place pour pouvoir arriver là. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais envie qu'on arrive à justement briser
un petit peu les clichés qu'on a autour des filles, des garçons. Je repense à une anecdote là, qui n'a rien à voir, mais qui m'avait amusée aussi quand mon deuxième bouquin est sorti. J'ai eu un joli article dans le L avec une jolie photo. Il y a un de mes patients qui a regardé l'article au cabinet, parce que je me suis fait un petit hôtel avec mes articles et mes livres, et qui me dit heureusement que vous êtes photogénique, du coup vous avez eu un article dans le L. Et je lui ai dit oui, bon, c'est peut-être parce que le livre est un peu photogénique aussi. Et en fait, je me suis dit, il le disait pas méchamment, hein, mais c'est le premier truc qui lui est venu, en à tête. l'esprit. Ouais. Ouais. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur finalement les habitudes qu'on peut avoir en tête et ce que l'inconscient en fait exprime en premier lieu. Et c'est ça que je voudrais réussir en tout cas à dire à ma fille, c'est que bon, bah voilà, le monde est rempli de stéréotypes et ça sera toujours comme ça parce que finalement, biologiquement, le stéréotype, c'est très simple pour l'être humain. C'est une économie d'énergie formidable. Pas besoin de se casser la tête ou de réfléchir. Notre cerveau adore ça. Ah bah oui, c'est repos total. C'est clair. Et je lui dis, voilà, il faut accepter qu'il existe ces stéréotypes, mais il faut réussir à lutter contre ces stéréotypes sans aigreur. Et la meilleure façon de les faire sans aigreur, c'est de le faire intelligemment, c'est-à-dire faire mentir les stéréotypes, mais pas le faire avec rage. Il faut le faire avec délicatesse et confiance en soi. Alors c'est un long chemin, c'est peut-être ça finalement le projet ambitieux d'une vie aussi, c'est réussir à lutter contre les stéréotypes, mais justement en les désavouant, plutôt que d'être juste dans un combat qui serait inaudible ou qui serait stérile. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Ça va paraître un peu étrange, mais je crois que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est mon psy qui me l'a donné un peu en début de thérapie, c'est d'être égoïste. Et en fait, sur le coup, quand il me l'a dit, je me suis dit, mais n'importe quoi. En fait, ça fait partie des fois où je me suis dit, ce psy est complètement barré, je vais arrêter d'aller le voir. Bon, je ne me suis pas écoutée puisque ça a duré 20 ans. Et justement, ça a été une des fois où je me suis rendu compte qu'un concept qui pouvait paraître très négatif au départ, ne sois pas égoïste, sur les injonctions, l'égoïsme, c'est pas joli. Finalement, apprendre à être égoïste, ça voulait dire aussi apprendre à se recentrer sur soi et à accepter que certes, on vit sa vie pour les autres aussi, c'est pour son mari, pour ses enfants, pour ses amis, pour mes patients, mais qu'en tout premier, on est l'acteur principal de sa propre vie et que on ne doit pas se contraindre à faire des choses ou à ressentir des choses si elles sont en désaccord avec ce en quoi on croit fondamentalement. Et je crois que c'est ça, être égoïste, c'est accepter de ne pas trop se contraindre. Et finalement, je me rends compte qu'en étant un peu égoïste, en acceptant de ne pas trop se contraindre, d'écouter ce qu'on ressent, le deuxième effet qui advient, c'est que justement, on est beaucoup plus dispo pour le reste du monde. Donc j'ai trouvé que ça avait été un super conseil parce que rétrospectivement, c'est ce qui m'a permis aussi d'accepter d'écrire. L'écriture, c'est un acte extrêmement solitaire. Tout ce qui est solitaire peut être considéré comme étant égoïste parce que c'est chronophage, c'est du temps qu'on n'a pas accordé aux autres. Et malgré tout, le fait que ça m'épanouisse autant, ça me permet justement par ailleurs, dans les moments où je suis hors période d'écriture, d'être hyper dispo, mentalement, émotionnellement, parce que justement, j'ai eu ce moment à moi. C'est tellement, tellement vrai, je partage complètement. D'ailleurs, est-ce que tu es en train d'écrire un autre livre que nous aurons le plaisir de lire ? Ouais, je suis en train de l'écrire et je suis même plutôt en fin d'écriture. D'accord. Donc c'est chouette. Et là, tu vois, on parlait de sensations. Mon personnage est un homme de 50 ans, narrateur, qui est médecin légiste. Donc j'ai dû vraiment me mettre dans la peau de ce personnage et c'est quelque chose que j'ai adoré. Et disons que de la même façon que dans Grande Section, j'explorais le souvenir, dans Arabe, j'explorais la transmission transgénérationnelle, je me suis intéressée aussi là à différents aspects de l'inconscient. Et en l'occurrence, en ce qui concerne ce patient, j'allais dire, c'est marrant, en ce qui concerne ce personnage, sa relation à sa propre pulsion de mort. Alors, ça paraît un peu psychanalytique et trouble comme concept, mais finalement, ça m'intéressait d'être dans la peau de ce personnage qui finalement fait de la mort son quotidien pour essayer de se cacher la propre épouvante qu'il a à l'idée de sa propre mort. Et comment il arrive finalement à se leurrer et à leurrer son entourage face à cette frayeur qu'est la sienne et qui va finalement complètement se morceler au moment d'une certaine rencontre qu'il va faire avec une certaine personne dans ce roman. Et voilà, donc j'ai
hyper hâte maintenant qu'il vive, qu'il existe, ce roman. Et c'est vrai que ça a été une chance immense, encore une fois, d'avoir un personnage comme ça qui s'invite à moi, que ce soit un homme, qu'il ait cet âge-là, qu'il ait ce background-là. Ça m'a permis d'explorer un certain nombre de sensations que j'avais avec lui, grâce à lui, à travers lui. Et, euh, et ça, je dois dire que c'est assez magique et c'est sans fin. C'est une forme de liberté énorme. En fait, quand tu crées, tu vois, du roman, c'est ton roman. Donc, une fois, mon éditrice m'a dit, c'est ton roman, tu fais ce que tu veux. Et j'ai trouvé que finalement, c'était assez magique parce qu'il n'y a aucun moment dans la vie où on se retrouve à faire ce qu'on veut. C'est juste pas possible parce qu'en fait, il y a des lois, il y a des obligations, il y a les libertés individuelles et interindividuelles. Et là, tout de suite, tu es sur une feuille de papier avec tes mots et tu fais ce que tu veux. Et, euh, et je suis très contente de ce texte parce que j'ai réussi à, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai réussi à gagner une certaine forme de maturité et ça me donne aussi de l'espoir pour la suite parce que je me dis, bon ben, cette maturité-là, je vais pouvoir encore l'explorer davantage et sans doute gagner encore en maturité au prochain texte. Et ça, voilà, c'est pareil, ça fait partie de ce qu'on appelle tout à l'heure des projets ambitieux de vie, c'est-à-dire s'améliorer dans la recherche des sensations, dans la création de ces personnages, s'améliorer dans le processus créatif pour pouvoir justement aller encore chercher, fouiller un petit peu plus loin, transposer ses propres sensations sur un personnage pour que ce soit le plus universel possible pour le lecteur. Ouais. Qu'il s'y retrouve en tout cas. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte que tu le lises. Quel est ton mantra? Est-ce que tu as un mantra? Un truc que tu te répètes, qui te fait du bien? J'ai pas tellement un mantra en particulier, mais disons que c'est comme tout le fil conducteur de notre discussion, c'est vraiment rester rattaché à ma sensation. C'est vraiment quelque chose qui m'obsède en fait. Et notamment, tu vois, pendant le confinement, par exemple, qui était une période qui aurait pu être très anxiogène, le fait d'être enfermée, moi, j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas le droit d'exercer, où je me suis demandé finalement, bon, ben, comment je vais gérer ce truc-là. Sur le papier, ça aurait dû être hyper difficile à gérer, hyper aigu. J'avais le fait que le cabinet soit fermé pendant 2 mois, des plannings de patients à gérer, le fait de ne pas être là pour eux, de ne pas pouvoir m'occuper d'eux. Puis en fait, j'étais pas malheureuse, moi. Je me sentais bien d'être chez moi, de m'occuper de mes plantes, de lire mes livres, d'écrire, de m'occuper de Lina, de lui faire l'école, de faire à manger, m'occuper de mon mari. En fait, je me sentais bien et je me suis dit finalement, est-ce que je suis obligée d'aller dans le sens général de oh, c'est horrible d'être enfermée, ou est-ce que je peux, malgré la frustration que j'ai ressentie de me sentir enfermée et malgré, disons, à chaque fois que je remplissais mon autorisation de sortie, cette espèce de bouffée de sensation justement d'être face à quelque chose d'un petit peu, voire complètement liberticide qui m'habitait, est-ce que je vais me laisser envahir par ça ou est-ce que je peux accepter de laisser place à cette espèce de parenthèse un peu enchantée d'avoir du temps pour soi, du temps pour lire, du temps pour écrire. Voilà, est-ce que je peux accepter ça et je l'ai accepté. Et du coup, j'ai bien aimé cette période. Et c'est marrant parce que j'ai pas mal de gens qui me disent, notamment dans mes patients, oh, mais vous êtes resté à Paris, mais comment vous avez fait? Je voyais pas. En fait, moi, je voyais pas le problème de rester à Paris. Alors, on a de la chance. Hein, on a un foyer où on s'entend bien tous les trois. On a un appartement qui est agréable. On a plein de livres à la maison. On avait la possibilité de finalement s'occuper chez nous. Mais au-delà de la chance d'être justement bien entouré et physiquement et moralement et mentalement, je pense que la façon d'envisager ce qui nous est arrivé, en tout cas sur le coup, parce que quand j'y pense rétrospectivement, je suis plutôt envahie de sentiments très ambivalents. Mais sur le coup, par exemple, j'ai fait le choix d'aller que vers la sensation, disons, agréable que ça représentait à la fois le bonheur d'être là en famille, la mélancolie que ça représentait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir nager, et pouvoir tout accueillir, ces sensations en même temps et en faire quelque chose. Et donc voilà, j'ai pas un mantra en particulier, mais toujours rester rattaché à ce que je ressens et accorder de l'importance à ce que je ressens. Et alors, question de fin, dans 10 ans, qu'est-ce que tu feras? Où est-ce que tu seras? Alors évidemment, j'en ai strictement aucune idée, mais je me dis dans 10 ans, j'aurai 50 ans. À 50 ans, Marguerite Duras a sorti un bouquin que j'adore qui s'appelle Le ravissement de l'Olvestein. Si je pouvais à 50 ans me dire
voilà, que je sors un bouquin dont je suis heureuse de l'écriture. Si je pouvais à 50 ans regarder ma fille qui aura 20 ans et avoir le sentiment qu'elle a atteint aussi une certaine forme de plénitude par rapport à ses ressentis, par rapport à la vie, je me sentirais heureuse. Donc, je pense que je serais toujours dans le même espèce d'état de flottement. Notamment, j'ai dit comme ça rapidement, furtivement tout à l'heure que j'avais un rapport un peu décalé au temps. Je l'ai un peu continuellement. Par exemple, même là, j'ai du mal à me considérer comme une femme de 41 ans. Tu vois, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire 41 ans. Et de la même façon, je pense qu'à 50 ans, je n'arriverai peut-être pas à me dire ce que c'est qu'avoir 50 ans ou 51 ans. Mais si les années qui passent et les 10 années qui passent peuvent être, disons, 10 années de mise à profit, d'expériences enrichissantes, ambitieuses sur le plan de l'émotionnel et sur ce que je peux transmettre, en tout cas à ma fille, à mes lecteurs, à mes patients, je me verrais bien, dans 50 ans, arborer un état de sérénité qui serait sans doute, ou qui sera, je l'espère, encore plus important que maintenant, parce que je serai encore plus confort avec l'idée de toutes ces sensations qui peut-être qui se sont battues en moi quand j'étais enfant, qui faisaient de moi un lion en cage et qui feront peut-être de moi quelqu'un d'assez sage, qui les accueille toutes, quelles qu'elles soient, avec finalement la possibilité de me dire que c'est une chance de ressentir plein de choses différentes. Une richesse. Ouais, absolument, une richesse. Merci infiniment, Adia. Merci, Jenny. Et puis, au plaisir de te lire très prochainement. Merci. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode? Vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.